Saviez-vous que, selon la criminologue Catherine M. Heidi, les enfants qui tuent leurs parents ne tueront jamais à nouveau? Parce qu'après tout, ils ont déjà éliminé la source de leur peur et de leur colère. Juste aux États-Unis, il y a au moins 300 cas de parricide par année. On peut penser à des cas dont j'ai parlé sur ma chaîne, comme par exemple à l'affaire C.J. Haney, dont j'ai parlé tout récemment, qui a tué sa mère et ses frères et sœurs, ou bien l'affaire célèbre des frères Menendez qui a eu lieu en 1989. Il y a aussi l'affaire Raffé qui a eu lieu en 1994 par Sébastien Burns et Atif Raffé. Bref, c'est pas les histoires qui manquent malheureusement. La plupart de ces meurtres ont lieu dans des familles qu'on pourrait qualifier de dysfonctionnelles et codépendantes, comme par exemple l'affaire de Gypsy Rose Blanchard. Et souvent, les meurtres ont lieu dans des familles où il y a une présence d'abus physiques, verbal ou sexuels par un ou les deux parents qui sont souvent dans la mi-cinquantaine. Donc ça, c'est le pattern. Le parricide provient à la base d'un geste désespéré face à une situation extrêmement difficile. Encore une fois, je pense notamment au cas de Jennifer Pan, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Généralement, la personne qui va tuer va être souvent un homme, fin adolescence, début vingtaine, provenant d'une famille de classe moyenne, normalement blanche. La personne qui commet le crime est souvent décrite comme étant très intelligente, au-dessus de la moyenne même, mais aussi très solitaire, isolée et avec peu d'amis. Et le meurtre est normalement commis par une arme à feu, souvent celle qui est déjà dans la maison. Mais bon, il y a des exceptions aussi, et finalement, c'est souvent de ces exceptions dont on va parler le plus. Donc, je reviens au cas de Gypsy Rose ou de Jennifer Pan. Donc ici, on parle de meurtres commis par des femmes. Pour continuer dans les statistiques, la personne qui va tuer ses parents va souvent être une victime d'abus ou va souffrir d'un problème de santé mentale, souvent de la schizophrénie. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas un ou l'autre. Mais c'est tellement souvent relié justement à la schizophrénie qu'en anglais, on va souvent appeler le parricide un crime schizophrénique, tant c'est souvent un va avec l'autre. Toujours selon la criminologue, la personne qui va tuer va déjà avoir essayé d'aller chercher de l'aide dans le passé ou même va avoir essayé de se sauver de la situation, mais sans résultat. Le meurtre a souvent lieu lorsque le parent est dans une position vulnérable, donc par exemple en entrant dans la maison, comme l'affaire de C.J. et Haney, ou lorsque le parent regarde la télévision, lorsqu'il cuisine le souper avec le dos tourné, ou lorsqu'il est endormi dans son lit. Et après coup, l'enfant qui a tué va presque toujours souffrir d'un trouble de stress post-traumatique, donc un PTSD, qui va être interprété comme un manque de remords ou même un certain je m'en foutisme, alors que pas du tout, en fait, ça cache autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de Brian Bechtold qui, honnêtement, ça coche pas mal toutes les cases, selon les statistiques. Et cette affaire a eu lieu 2 ans après les crimes des frères Menendez, donc il a tué ses parents en 1992. Mais son histoire à lui n'a pas été autant médiatisée que l'histoire des frères Menendez. Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui est arrivé vraiment en profondeur, mais aussi qu'est-ce qui arrive lorsqu'un individu est déclaré comme criminellement non responsable. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce que l'État décide de faire avec lui? Où il est placé? Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Donc, restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est vraiment méconnue du grand public. En fait, elle n'a pas été du tout médiatisée. Donc, tu sais, regardez cette vidéo ou écoutez cette histoire est vraiment plus pour l'histoire, pour l'audio, parce que ça va être presque impossible de trouver des archives, là. Bonne chance à Sébastien, mon monteur, parce que pas grand-chose. Fait que c'est pas là que vous allez trouver le plus d'images ou de vidéos parce qu'il y en a pas. Pour cette vidéo, toutes mes sources viennent de ce livre-là. Vraiment, shout-out vraiment à l'autrice là, qui est Mikita Broadman. Le titre, c'est « Couple Found Slain After Family Murder ». J'ai acheté ce livre-là et j'ai commencé à le lire en pensant que ça allait être un livre de true crime. Mais en réalité, on parle du meurtre là, seulement durant 2-3 chapitres. On parle surtout de l'après
meurtre. Mais je vous en dis pas plus, mais vraiment, là, je le recommande fortement. Puis encore une fois, c'est rare que j'embarque autant dans un livre de true crime, mais là, je le lisais comme un livre... tu sais, oui, c'était pour une vidéo, mais j'ai eu vraiment du plaisir à le lire. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pas exactement l'angle que j'aurais donné à ma vidéo. Parce que j'aurais pas pensé parler de ça, puis c'est l'angle de la journaliste, de l'écrivaine, fait que je veux pas comme voler son angle à elle, mais je peux pas parler de l'après, puis de tout ce qui est dit c'est tellement informatif, donc j'ai pas le choix d'en parler. Pour vrai, là, fait que je pense que vous allez en apprendre plus sur justement c'est quoi d'être déclaré criminellement non responsable aux États-Unis, d'être envoyé dans un hôpital psychiatrique en tant que criminel. Là, je parle des États-Unis, j'imagine qu'en Europe ou au Québec, c'est différent. Mais voilà. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Chapitre 1. Une famille dysfonctionnelle. Avant de passer tout de suite aux événements, j'aimerais vous parler de la famille Bechtold. Donc, nous avons les parents George et Dorothy qui ont eu 5 enfants. Donc, on a Marcia, George Jr., Kathy, Carol et le dernier Brian, qui vivent tous dans la ville de Orlando, en Floride. Donc, je vais vous parler du père, donc George Bechtold, qui est un ancien militaire dans la marine. Il a dû participer à la Seconde Guerre mondiale, mais grâce à son statut d'ancien militaire, il a pu étudier dans l'une des meilleures universités en Amérique, donc Duke University en Caroline du Nord. Il a obtenu un baccalauréat en sciences en 1946, puis ensuite une maîtrise en génie électronique en 1948 pour finalement obtenir un doctorat. Il s'est marié en 1951 avec Dorothy, qui est décrite comme étant une femme artistique, un peu naïve et charmante, et ensemble, ils ont rapidement eu leur premier enfant, une petite fille du nom de Marcia. George était un homme qui était extrêmement intelligent, très brillant et qui réussissait beaucoup sur le plan professionnel, mais sur le plan plus personnel, c'est un homme qui était froid, distant et qui buvait beaucoup. Et vu qu'il travaillait énormément, il était constamment fatigué, sur les nerfs, grincheux, et il y avait vraiment un mauvais tempérament envers sa femme qui, la pauvre Dorothy, elle était en charge de toute la maisonnée. Et bien vite, le mauvais tempérament de son mari est devenu carrément de la violence conjugale. Mais c'est pas juste sa femme Dorothy qui encaissait les coups. Non, il était aussi violent envers ses enfants. Par exemple, avec son fils, le George Jr., ça arrivait souvent qu'ils se bagarraient les deux, mais tellement intense et violent là, qu'ils se donnaient carrément des coups de poing au visage. Et malheureusement, plus les années avançaient, plus il devenait violent. Donc, ça se calmait pas. Il était violent avec tous ses enfants. Et là, Dorothy embarquait aussi dans la violence et était elle aussi violente avec ses enfants à elle. Pour elle, c'était nécessaire de battre ses enfants pour les élever. Tu sais, une fois, elle a tellement battu sa fille Kathy avec une ceinture, là, elle est allée tellement fort qu'elle lui a donné un œil au beurre noir. Donc, c'est vraiment triste parce que les enfants Bechtold ont vraiment grandi dans la peur et la violence. C'est loin d'être un milieu familial sain et aimant. Brian, c'était le petit dernier. Il est né en 1968 alors que sa mère avait 42 ans et elle pensait même pas pouvoir encore enfanter. Donc, c'était un enfant qui était pas désiré ni par Dorothy, ni par son mari, qui lui continuait à battre sa femme et à lui donner des coups de poing, même dans le ventre pendant qu'elle était enceinte. Heureusement, Brian avait ses grandes sœurs pour l'aimer, pour le cajoler. De ce que j'ai lu, Marcia et Kathy s'occupaient tellement du nouveau bébé, là, tu sais, comme si c'était une petite poupée. Donc, heureusement qu'elle avait ses sœurs parce que de l'amour de ses parents, il y en a jamais reçu. Même que Dorothy le disait à plusieurs reprises à son fils que c'était un accident qui n'était pas du tout voulu et qu'elle aurait dû se faire avorter.
Et ce qui est fou, c'est que pour George et Dorothy, la solution facile, entre guillemets, c'était d'envoyer leurs enfants à l'hôpital psychiatrique. Je sais pas si c'était quelque chose qui était fait beaucoup à l'époque, là, mais par exemple, leur fille Cathy, elle avait fait des tentatives de suicide, donc ben là, c'est full normal, là, c'est préventif, mais ils l'avaient envoyée plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique. Mais là, Carol, à l'adolescence, elle aussi était un petit peu plus rebelle, donc elle s'enfuyait beaucoup de la maison, elle faisait des fugues. Et elle aussi, elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique, donc les deux sœurs ensemble ont passé 1 an à l'hôpital. Et pour Brian, tant qu'il avait ses frères et sœurs à la maison, il était un peu à l'abri de ses parents, tu sais, parce que ses grands frères et ses grandes sœurs s'occupaient bien de lui. Mais là, éventuellement, ces enfants-là, ben, ils sont devenus adultes, donc ils sont partis de la maison. Et Brian s'est retrouvé comme mettant le souffre-douleur de ses parents. Brian était très seul et il souffrait de migraines très, très intenses, tellement que lorsqu'il avait une bonne migraine, là, il pouvait avoir des hallucinations. Donc, à cause de ce qu'il vivait à la maison, le stress, les migraines, ben à l'école, ça n'allait pas bien du tout. Ses notes en souffraient énormément. Et ça n'allait tellement pas bien que Brian devenait lui aussi de plus en plus agressif. Tu sais, même à l'école, là, ça arrivait souvent qu'il se bataillait, il se bagarrait avec des camarades de classe. Il a été rencontré par les directeurs de l'école, par des psychologues. Et là, les parents de Brian ont décidé qu'à 16 ans, il allait lui aussi l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Sur place, il était dans l'unité de sécurité maximale et on l'a diagnostiqué avec une dépression atypique, là. Ça, c'est ce qu'on disait à l'époque, là. Puis on lui a prescrit du lithium. Il est resté à l'hôpital 2 semaines, puis ensuite ses parents l'ont sorti de là. Puis c'est ça le pire dans tout ça, c'est que le père de Brian, George, savait très bien jouer la comédie. Tu sais, c'est un monsieur qui avait un emploi haut placé au gouvernement, il a un doctorat, il est brillant, il s'exprime bien. Évidemment que tout le monde tombait sous son charme et il réussissait à berner les professionnels. Donc, personne aurait pu penser qu'il pouvait être violent avec sa famille. Mais derrière les 4 murs de leur foyer, c'est Brian qui souffrait des violences de ses parents. Chapitre 2, une désillusion. Après l'école secondaire, Brian s'est trouvé un emploi dans une pizzeria et il s'est découvert une passion pour le karaté. Donc tout ça, ça occupait la majorité de son temps. Puis pour lui, c'était bien parce qu'il était toujours à l'extérieur de sa maison. Plus il était dehors, mieux il se portait là, très loin de ses parents. Brian a aussi commencé à consommer. Donc, il a commencé par de la drogue comme du pot, mais ça a vite escaladé, là. Il prenait du speed, de la cocaïne, du LSD. Et même s'il s'en doutait pas, ben, la drogue provoquait des dommages irréparables chez Brian, comme par exemple des épisodes de paranoïa. Il a même fini par faire un accident de voiture alors qu'il était sous l'influence de la drogue. Ce qui a vraiment été un wake-up call chez Brian, qui a décidé d'arrêter de consommer du jour au lendemain le cold turkey. Il s'est même inscrit à l'université en génie électrique comme son père. Il a déménagé pour être loin de ses parents et plus proche de l'université. Mais malgré le fait qu'il avait arrêté de consommer puis qu'il était loin de ses parents, ben, sa santé mentale ne s'était pas améliorée. Il continuait à avoir des épisodes de paranoïa où il était très vite frustré, irrité, et il pognait les nerfs comme ça. Par exemple, quelqu'un le coupait dans une file d'attente, ben il pouvait exploser de colère. Mais c'était pas juste ça, tu sais, sa paranoïa allait loin, par exemple. Il croyait que son colocataire était un policier undercover qui le surveillait. Puis il pensait tellement qu'il était surveillé qu'il avait un couteau sur lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais étonnamment, même si mentalement ça n'allait vraiment pas bien, à l'école, il continuait à exceller. C'était vraiment un premier de classe. Ses profs l'adoraient. Et il pétait des scores, là, même dans ses classes les plus difficiles. Malheureusement, du jour au lendemain, son père a juste décidé d'arrêter de lui payer l'université. Et comme les parents de Brian étaient riches, ben, il n'y avait pas le droit à des prêts et bourses. Donc, il n'y avait plus le moyen d'aller à l'université, même si ça allait tellement bien. Donc, il n'a pas eu le choix de lâcher l'école et de retourner vivre chez ses parents. En plus de ça, ben, la santé physique de sa mère se détériorait à vue d'œil. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer du sein et elle avait de la difficulté à respirer à cause de la maladie. Donc, elle avait besoin d'un tank d'oxygène
pour respirer. Et à chaque semaine, une infirmière venait s'occuper d'elle à domicile. Donc, elle passait ses journées couchée devant la télévision, puis le soir, elle calait une bouteille de sirop pour la toux pour pouvoir réussir à dormir. Puis le pire dans tout ça, c'est que le père de Brian s'en occupait aucunement, même qu'il riait de sa condition, ou il lui disait des horreurs comme genre « Je t'ai jamais aimé, t'as gâché ma vie », puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, elle était zéro indépendante, là. Elle avait besoin d'aide même pour aller aux toilettes ou pour s'habiller ou pour se laver. Donc, c'était Brian et l'infirmière qui l'aidaient. Mais ça allait tellement mal que même une fois, elle a demandé à Brian de l'aider à s'enlever la vie. Et en plus de ça, la santé mentale de Brian, continuait à se dégrader parce qu'il se faisait pas suivre, il prenait aucune médication, puis ça allait mal à la maison. Donc, évidemment, ça guérissait pas. En plus, il a perdu sa chienne Maxine, qu'il aimait beaucoup, qu'il a dû enterrer dans sa cour. Puis ça l'a plongé dans une grande dépression où il a vraiment perdu toute motivation, toute curiosité intellectuelle, son sens de l'humour. Il n'y avait plus aucun intérêt, il n'y avait plus d'appétit, il maigrissait à vue d'œil. Puis en plus, la nuit, il faisait des cauchemars quand il réussissait à dormir. Donc, il décidait carrément de rester réveillé toute la nuit pour finalement dormir le jour. Et c'était pas facile parce que les parents de Brian s'étaient acheté une maison en Floride où il passait vraiment la grande majorité du temps. Puis Brian n'était pas invité à aller avec eux. Donc oui, il était soulagé d'être loin de ses parents, là, mais ça faisait aussi qu'il était de plus en plus isolé et seul. Donc Brian sortait plus de chez lui juste pour aller faire l'épicerie. Et quand il sortait pour aller faire les courses, il remarquait qu'une voiture le suivait. Puis il a aussi remarqué que la voiture était toujours stationnée devant chez lui. Donc ça lui faisait vraiment peur. Puis pour se sentir plus en sécurité, il avait installé 3 serrures à sa porte. Puis il avait couvert toutes ses fenêtres avec des draps. Donc le soir, il sortait son autre chien là, qui avait Onyx, puis il allait se balader avec. Mais là, quand il sortait, il se rendait compte qu'il se faisait suivre le soir aussi. Donc, il y avait des figures sombres, des ombres qui le suivaient et se cachaient derrière les arbres. Il se sentait constamment observé, épié. Puis en plus, il se rappelait qu'un jour, quelqu'un dans sa famille lui avait dit que l'un de ses ancêtres allemands était un nazi, donc Joseph Berchtold. Il était plus sûr, mais il se disait que si c'était vrai, sûrement que les gens qu'il suivait étaient carrément des membres des familles de Juifs qui avaient été tués durant l'Holocauste. Évidemment, je vous raconte tout ça, puis vous devez vous en douter que c'était pas la réalité, c'était carrément un épisode de paranoïa et d'hallucination qu'il vivait, mais ça allait loin, là, parce que toutes les personnes qui voyaient, ils disaient, OK, ils sont habillés en civil, mais c'est des policiers undercover, mais des fois, ils les voyaient carrément habillés en soldats ou en policiers, puis ils se sentaient toujours suivis. Tu sais, pour lui, c'était sa réalité à lui, donc c'est vraiment effrayant. Rendu au mois de mars, là, Brian, il voyait carrément des sorcières qui volaient sur des balais dans sa cour. Parenthèse, là, tu sais, ça peut être drôle ou weird, dit ça comme ça, mais c'est vraiment la réalité de plusieurs personnes qui souffrent de schizophrénie. Mais là, c'est super big, tu sais, dit comme ça, puis c'est vraiment pas la même chose pour toutes les personnes schizophrènes. Puis je pense qu'il y a quand même un spectre, tu sais, il y en a que ça peut aller loin dans des périodes de paranoïa. Des fois, ça va super bien aussi quand les personnes sont bien médicamentées, bien suivies. Mais, par exemple, je me rappelle, j'avais une prof de bio au secondaire, là, elle connaissait une personne qui était schizophrène, mais qui n'avait pas nécessairement, tu sais, d'hallucinations visuelles. Elle, c'était comme des hallucinations auditives, puis la personne qui souffrait de schizophrénie, elle entendait toujours la lettre E dans sa tête, genre. Puis c'était ça qu'elle vivait, cette personne-là. Fait que, tu sais, il y a certains différents niveaux. Sinon, sur YouTube, il y a des simulateurs de schizophrénie, si on veut, ou d'épisodes de paranoïa là, liés à la schizophrénie. Puis, en tout cas, il y en a plusieurs. Là, c'est assez épeurant, creepy de voir ça. Je sais pas si c'est 100% réaliste, mais en lisant les commentaires sous les vidéos, il y a plein de personnes, justement, qui souffrent de schizophrénie, qui disent « Hey, c'est la première fois que je vois une vidéo qui illustre aussi bien comment je me sens ou ce que je vois dans des épisodes. » Fait que je vais vous montrer une des vidéos, là, c'est assez intéressant. You hear that, worthless? Weather's coming to get Something you. wrong. Weather. And what are you gonna do about it, huh? Something wrong. You have to stop it. You're just gonna sit around, just
stupid mouth open and do nothing? You have to stop it. It's the weather. It's here for us. Now he has to answer the door. It's here for us. Do something. Stay in. Pizza. Stay away from the No, door. stop the weather. Protect us. Pizza! You didn't order anything. No, don't answer. You're stupid to open that door. He has to open the door now. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça absolument terrifiant et troublant parce que, bon, tu vois que les images sont comme déformées, puis qu'il y a des personnes qui regardent la personne qui filme, dans le fond, pour la vidéo, mais c'est ça que la personne schizophrène doit sentir aussi, tu sais, si elle a l'air un peu étrange, tout le monde la regarde, fait que ça contribue à alimenter son sentiment de, justement, d'être observé, épié. Pour revenir à Brian, on était maintenant rendu à la fin de l'été 1991. Et là, encore une fois, ça allait de plus en plus loin. Là, il s'était imaginé que des gens ou des moniteurs s'étaient incrustés dans son cerveau. Puis qui monitorait justement toutes ses pensées et même ses rêves. Donc, il était comme constamment surveillé, même dans sa tête. Donc, il pensait qu'il était utilisé comme rat de laboratoire, puis qu'il était victime de contrôle mental. Puis pour se défendre contre ça, c'est là qu'il a acheté une arme à feu. Donc, il s'était rendu dans les coins sombres de la ville où il habitait parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, il pourrait trouver des vendeurs de drogue. Puis, c'est là qu'il a essayé de se trouver une arme à feu. Il n'a pas réussi. Puis, au mois de novembre, il est allé dans un Kmart et il s'est acheté une carabine qu'il traînait partout avec lui, sous son chandail. Tu sais, il prenait même sa douche avec. Ce qui est quand même effrayant, là, de pouvoir s'acheter une arme à feu aussi facilement. Mais bon, avec du recul, sa grande sœur, Cathy, elle avait remarqué qu'il y avait eu un gros changement très drastique chez son frère, un changement de comportement. Puis comme on peut voir, ça s'est déroulé sur plusieurs mois, voire une année complète, là. Puis ça allait toujours en empirant. Puis elle en avait parlé à son père, puis George, il avait aussi remarqué que son fils n'allait pas bien. Il avait même pris un dummy, qu'on appelle, donc c'est comme un mannequin qui est habillé avec les mêmes vêtements que Brian. Puis Brian l'avait placé devant sa fenêtre pour que les gens de l'extérieur, donc les gens qui l'observaient, entre guillemets, pensent que c'est Brian qui était assis devant sa fenêtre. Je sais pas si vous me suivez, là. Donc, il avait habillé un mannequin comme lui, justement, pour ça. Son père avait même remarqué que parfois, Brian, il parlait au téléphone seul, dans le fond, parce qu'il avait même pas composé de numéro de téléphone. Donc, il parlait au téléphone, puis il avait remarqué que son fils, justement, il traînait une arme à feu partout avec lui dans la maison. Rendu au mois de février 1992, Brian ne dormait plus. Donc, il voulait toujours être réveillé pour être alerte au cas où quelque chose arriverait. Donc, tout ça, encore une fois, là, ça contribue pas à l'aider mentalement. Tu sais, il dort de moins en moins, paranoïa augmente, la santé mentale se détériore. C'est vraiment terrible. Et là, paf, juste comme ça, du jour au lendemain, il a senti comme tout son corps se relaxer. Puis ça faisait plus d'une semaine qu'il n'avait pas dormi, donc il s'est enfin endormi vraiment longtemps. Puis là, il s'est comme fait réveiller par des bruits en bas, puis c'était son père qui était au téléphone avec genre son frère, puis il était fâché, là, ça avait pas de lien, mais ça l'a comme réveillé alors qu'il aurait dormi pendant des heures et des heures. Et là, sans même y penser, Brian s'est juste levé, il a pris son arme à feu, déjà chargée, il est descendu. Son père était assis, en train de manger, puis il a tiré dans le dos. Après ça, il s'est tourné vers sa mère, qui était assise dans le Lazy Boy, en train de regarder la télévision. Puis sans y penser, comme de manière automatique, il lui a tiré dessus, dans la poitrine. Il a fait le tour, il lui a tiré à nouveau dans le dos. Pendant ce temps-là, il était dans un état second. Tu sais, Brian sentait même pas qu'il touchait le sol. Il sentait qu'il avait comme flotté de sa chambre à la cuisine au salon. Chapitre 3. La fuite. Après avoir tué ses deux parents, Brian a amené son chien Onyx avec lui, puis il s'est enfui.
il a conduit pendant 1300 km jusqu'au Mexique. Il a conduit jour et nuit pendant plusieurs jours. Il s'arrêtait juste pour mettre de l'essence. Il n'y avait pas de GPS comme aujourd'hui, donc il se fiait vraiment juste comme aux panneaux routiers puis à des cartes, mais son état mental était tellement altéré que c'était loin d'être efficace. Il pensait que ça en allait vers le Texas, mais en fait, il s'est comme ramassé en Floride. Mais tu sais, ça n'allait pas bien, il continuait à avoir des grosses hallucinations. Là. Une fois, il conduisait, puis il s'imaginait comme que la route était pleine de sang, puis qu'il y avait plein d'animaux morts sur la route, avec tous les membres éparpillés. Puis pendant 5 heures, il était persuadé qu'il traînait des animaux morts en dessous de sa voiture, puis là, il voyait comme une grosse coulisse de sang derrière son auto sur la route. Puis pendant tout ce temps-là, il conduisait sans s'arrêter, sans dormir. Il savait pas on était quelle date ni quel jour. Puis finalement, il s'est rendu jusqu'au Texas. Mais là, au lieu de continuer sa route jusqu'au Mexique comme prévu, il a décidé de faire demi-tour et de se rendre en Floride à nouveau parce qu'il était persuadé que quelque chose de gros allait arriver. En fait, il a demandé à Dieu, à Jésus, de lui pardonner et de lui envoyer un signe pour lui montrer qu'il était là. Rendu à Houston, il s'est stationné devant un building abandonné, puis il a juste comme lancé son arme à feu pour s'en débarrasser. Puis là, ça l'a soulagé. Il a dormi en tout pendant 2 jours sans se réveiller. Il avait son chien avec lui à côté, puis il a juste dormi dans sa voiture. Quand il s'est réveillé, enfin, il était plus sûr de ce qui s'était passé. Il se demandait s'il avait réellement tué ses parents ou il l'avait halluciné. Tellement là, qu'il a appelé chez eux juste pour voir si ses parents étaient encore en vie. Après ça, il a continué à conduire jusqu'en Floride. Là. En fait, tu sais, quand je dis au départ que ça s'est passé à Orlando, vous devez être genre mêlés, mais il est né à Orlando, il a vécu sa jeunesse là. Mais ensuite, il a déménagé, puis là, c'est ça, ses parents allaient en Floride, puis lui, il voulait retourner en Floride. Après ça, rendu en Floride, il s'est comme installé sur un terrain de camping où il a passé 3 jours. Et là, toutes ces journées, il les passait à se balader avec son chien et à lire la Bible. Et c'est comme s'il sentait là, qu'il revenait à lui, les hallucinations diminuaient. Puis pour lui, c'était le signe qu'il avait demandé à Dieu, puis il a décidé qu'il était enfin temps de se rendre à la police. Chapitre 4, la scène de crime. Donc Brian a décidé de conduire jusqu'à la ville la plus proche, Port St. Joe, où il s'est présenté au premier poste de police qu'il a vu pour leur dire ce qu'il avait fait. « J'ai fui une scène de crime et j'aimerais me rendre. » Le policier lui a dit « OK, quand est-ce que le crime a eu lieu? » Brian ne savait pas, il estimait que le crime avait dû avoir lieu 1 semaine plus tôt ou peut-être même 10 jours, là, mais il était pas sûr. Mais c'est là qu'il a donné son adresse et son numéro de téléphone. Le policier lui a demandé à Brian, est-ce que quelqu'un à qui tu aimerais parler, un membre de ta famille? Puis là, Brian il a dit, ben c'est ça, c'est justement mes parents que j'ai tués. Et là, Brian il a fini par dire, tout ce que je sais, c'est que j'étais fou pendant 6-7 ans. Là, le policier, là, je vous lis le dialogue un peu, là, le policier lui a répondu « Qui dit que t'étais fou? » Puis là, Brian a répondu qu'il le sait, c'est tout. Après ça, Brian a dit « Je sais pas si j'ai fait quelque chose, ni même si ça s'est réellement passé ou quelle est la différence. Je me rappelle juste d'être là-bas et que je sentais pas que j'étais moi-même. C'est comme si j'étais possédée. C'est comme si je n'étais pas en vie, que je n'étais pas là ou quelque chose comme ça. » C'est comme si, je sais pas, comme si c'était quelque chose qui passait à la télévision. C'est comme si j'étais pas là, que c'était pas en train de se passer. C'est comme si j'avais rien à voir avec ce qui se passait. Donc là, les policiers, pas trop sûrs de ce qui se passait, ni à qui ils avaient affaire, ni si tout ça était vrai, ils ont quand même décidé d'appeler leurs collègues dans le Maryland pour envoyer des policiers vérifier si Brian disait vrai, s'il avait réellement tué ses parents. C'est l'après-midi du 21 février que l'enquêteur Drury a mis les pieds dans la maison en briques.
Déjà, à première vue, on pouvait voir que la maison était comme inhabitée depuis plusieurs semaines, là. Donc, il y avait 2 bacs de poubelle vides devant la maison. La boîte aux lettres était pleine. Il y avait même un colis d'abandonné ou un colis qui était devant la porte d'entrée qui, selon la date, là, est arrivé 1 semaine plus tôt. Sur la porte d'entrée, il y avait même une petite note de colis là, qui venait d'une voisine nommée Teresa qui disait qu'elle était justement très inquiète puis que si quelqu'un venait vérifier qu'est-ce qui se passait, de l'appeler tout de suite. Dans la maison, l'enquêteur a regardé par la fenêtre puis il a vu que la télévision était allumée puis qu'il y avait quelqu'un, une femme d'assise devant la télévision. En voyant ça, l'enquêteur a tout de suite su qu'elle était morte, là. Il le savait. Il a fait le tour de la maison, puis c'est là qu'il a vu un homme couché par terre, face contre le sol. Donc, il a pris son walkie-talkie, il a appelé immédiatement du renfort, puis quelques minutes plus tard, une gang de policiers entrait dans la maison. Tout de suite, en mettant les pieds à l'intérieur de la maison, il y a l'odeur dégoûtante qui les a envahis, qui est un mélange de nourriture périmée et de putréfaction. L'homme qui était couché sur le sol semblait avoir été assassiné pendant qu'il cuisinait. Il était tout habillé et la peau de l'homme avait enflé. Elle était rendue là, d'une couleur bleu-vert. Et selon l'état de décomposition assez avancé, ça devait faire au moins 10 jours qu'il était décédé puis avait été tiré dans l'épaule droite. La femme décédée était aussi en état de décomposition avancée. Sa peau était foncée, un peu grise, et il y avait plein de larves un peu partout sur son corps. Elle avait été tirée dans la poitrine et dans la gorge. Et le soir même, Brian Bechtold a été arrêté pour les meurtres de ses 2 parents. Rendu au centre de détention, Brian a refusé son droit à un avocat parce qu'il disait « je sais ce que j'ai fait, j'ai confessé, j'ai pas besoin de me défendre, je sais ce que j'ai fait, je sais que c'est un meurtre, je sais que c'est une offense grave, puis je vais payer le prix. Tu sais, j'ai pas besoin d'un avocat pour m'aider. J'assume mes actes. T'sais. » Mais ses frères et sœurs n'étaient pas d'accord. T'sais. Après le choc initial d'avoir perdu leurs parents par meurtre, il ne pouvait pas trop en vouloir à Brian parce qu'il savait l'enfance difficile qu'il avait eue, mais aussi ses gros problèmes de santé mentale. Puis il se disait, tu sais, s'il avait été soigné, s'il avait été suivi, s'il y avait eu de l'aide psychologique, il n'aurait jamais tué nos parents. Tu sais, on peut pas lui en vouloir. Donc, ils ont décidé de lui engager un très bon avocat de la défense, justement, pour aider leur frère. Et dès la première rencontre de l'avocat avec Brian, il a tout de suite su que son client n'allait vraiment pas bien. Chaque porte qui claquait, chaque fois que quelqu'un parlait, chaque fois que l'air climatisé partait, Brian, il sursautait comme ça. Puis, il s'était confié à l'avocat. Il disait que, en prison, en centre de détention, il était observé 24 heures sur 24 puis qu'il avait peur. Brian s'est fait évaluer par un psychiatre et selon le docteur, Brian souffrait de schizophrénie et durant les meurtres, sa schizophrénie avait substantiellement nui à son habileté à comprendre la gravité de ses actes. Et selon le diagnostic du docteur, Brian a été reconnu comme étant non criminellement responsable et il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique de sécurité maximale Clifton T. Perkins Hospital Center qui est situé dans le Maryland. Chapitre 5, Perkins. Dans l'hôpital psychiatrique de Perkins, il y avait seulement 350 lits. Donc, seulement 350 patients qui étaient admis sur place. Et c'est pas un hôpital où tu vas aller si t'es malade, par exemple. Non, c'est vraiment pour traiter des problèmes de santé mentale. À l'époque, on appelait ça un asile. Je sais qu'on n'appelle pas ça comme ça aujourd'hui. Mais au Québec, on pourrait comparer ça à l'Institut Pinel, justement. D'ailleurs, j'ai écouté la très bonne série Empathie de Florence Lompré récemment, puis c'est fou, là, je l'ai écouté comme la semaine passée avant de commencer la vidéo. Puis là, tout au long, j'étais « c'est bien malade, c'est exactement le sujet dont je vais parler dans ma vidéo la semaine prochaine. » Donc, ça reflète beaucoup, justement, c'est très beau, là, dans la série de Florence Lompré. Là,
À Perkins, c'est un peu moins beau, vous allez voir. Donc, à Perkins, la plupart des patients admis sont des gens qui ont commis des offenses ou ils ont été reconnus non coupables pour raison de aliénation mentale. Donc, la plupart d'entre eux ont commis des crimes très graves, mais aussi, il y a une grande majorité des patients qui souffrent de schizophrénie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est rare aux États-Unis que les avocats vont plaider la défense de insanity. Donc, c'est utilisé dans moins de 1% des procès et ça a moins de 26% de taux de succès. Dans les rares cas où ça arrive, par exemple le cas de Brian, les criminels vont être internés à l'hôpital psychiatrique et vont y rester jusqu'à temps que l'on considère qu'ils soient aptes à réintégrer la société. Donc, il n'y a pas de limite de temps. Mais en moyenne, à Perkins, les gens vont y rester environ 6 ans, mais c'est une moyenne, là. C'est loin d'être toujours le cas. Tu peux y rester pendant 5 ans ou pendant 50 ans, ou même c'est possible que tu n'en sortes jamais. Et c'est vraiment ce qu'il y a de pire, et c'est ce que vous allez constater, contrairement à la prison, il n'y a pas de date de sortie. À Perkins, il y a 3 ailes, donc il y a sécurité maximale, sécurité moyenne, sécurité minimum. Dans la sécurité maximale, les portes sont toujours verrouillées. Sécurité moyenne, les portes sont verrouillées juste en partie du temps, là, pas toujours. Et sécurité minimum, les portes sont toujours déverrouillées. Dans l'aile maximale, il y a 8 pavillons et le pavillon le plus restrictif, c'est le numéro 8 et c'est là que Brian a été envoyé. Et c'est assez troublant, là, sur place, il y a des patients qui crient constamment, ils se disputent entre eux ou ils se parlent à eux-mêmes. Il y en a qui dorment par terre, il y en a d'autres qui bougent jamais, qui parlent pas du tout. D'ailleurs, selon Brian, ceux qui sont dans cet état-là, presque inertes, c'était les patients les plus dangereux. Et c'est pour ça qu'ils étaient autant médicamentés, parce que sinon, ça pouvait mal tourner. Quand Brian est arrivé à Perkins, il était quand même motivé à aller mieux. T'sais, après tout, il était quand même jeune, il avait 24 ans, il avait le temps de s'en sortir. Si tout allait bien, ben, il allait pouvoir refaire sa vie à l'extérieur du centre. Puis il était considéré comme hautement intelligent, là, selon les tests de quotient intellectuel, il était au-dessus de la moyenne. And I would hear about people doing things like that and just saying, God, what were they thinking? What kind of person is this? You know, what kind of person kills their parents? And just think, man, that's a really weird thing to do. You know, this person's some kind of loser or something. You know, to kill their parents, it's just, it doesn't make any sense. And I never thought it would happen to me. I never thought I'd be in that position. Or this is gonna be, you know, my lot in life is that I'm gonna kill my parents and just have to live with that, you know, from day to day. Puis tu sais, Brian, c'est un gars qui est allé à l'université, tu sais, il s'exprime bien, il est poli, il participe aux thérapies, puis il voulait vraiment mettre cet épisode derrière lui. Tu sais, à Perkins, il prenait le temps d'aller mieux, de guérir, puis après, il voulait finir ses études, trouver une carrière qu'il aime, voyager, se marier, avoir des enfants, puis il était très, très optimiste, puis il voulait avancer sans regarder derrière lui. Mais en même temps, c'était loin d'être facile et motivant, tu sais, parce qu'il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire, il y avait juste quelques livres à lire. Ben là, Brian, il en profitait pour lire la Bible, pour jouer aux cartes. Mais en même temps, il pouvait pas avoir de conversation avec les patients parce que les patients, ils faisaient juste crier ou ils parlaient pas du tout. Fait que c'était extrêmement difficile comme de connecter ou d'avoir des conversations intelligentes. En plus de ça, dès le départ, Brian avait fait comprendre à ses psychiatres qu'il voulait pas être médicamenté. Il allait bien mentalement, il voulait pas être comme amorphe à cause des antipsychotiques ou les sédatifs. Puis il disait, regarde, en ce moment ça va mieux, je suis toute là, je veux pas perdre mon esprit, je veux pas être pas en contrôle de mes moyens, fait que je veux pas être médicamenté. Et grâce à ça, justement, grâce à sa motivation, à son calme, 1 an après son arrivée, Brian a été placé dans l'aile de sécurité médium. Et là, c'était vraiment mieux, là. Il y avait une grande différence, il y avait de l'air climatisé, il y avait des miroirs, des lits plus confortables, des salles de bain propres. Puis maintenant, il avait le droit de boire du café et de porter des vêtements normaux. Et même que là, il y avait plus de gens comme lui, tu sais, des gens plus éveillés avec qui il pouvait avoir des vraies discussions. Et c'est intéressant, là, tout cet aspect-là du café. Tu sais, je savais pas, mais ça a du sens quand même parce que les gens de la sécurité maximale, qui vont vraiment moins bien, mais sont tellement lourdement médicamentés que la caféine va
grandement affecté leur état d'esprit. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Mais là, vu qu'ils étaient dans la sécurité médium, c'était des gens, là, je veux dire, un peu plus relax, entre guillemets, moins médicamentés, un peu plus présents mentalement. Donc, ils avaient le droit à de la caféine, tu sais. Bien sûr, avec modération. Mais ça, c'était quand même quelque chose d'important pour Brian, qui là, il voyait enfin la lumière au bout du tunnel, puis il disait, écoute, si je continue comme ça, je vais bientôt m'en sortir. There are actually dozens of steps along the way, from the time that the patient enters the hospital until the time that the patient is free of all state restriction in the community. There are a number of steps. Chapitre 6, la schizophrénie. For me, what it's like, I'm in court 7 days a week, and I'm constantly being judged. Everything that goes on here is a judgment. 2 ans après son arrivée à Perkins, en juin 1994, Brian a été évalué à nouveau et voici comment on le décrivait. Donc, c'est un homme blanc de 25 ans, habillé de manière appropriée, qui garde une bonne hygiène. Il a les idées claires et son intelligence testée est dans la bonne moyenne. Comme résultat de l'évaluation du psychiatre, le diagnostic initial de Brian de schizophrénie a été remplacé par un seul épisode schizophrénique qui était maintenant en rémission. En plus, Brian n'est pas cliniquement dépressif et est stable et non médicamenté. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on parle énormément de schizophrénie parce que la plupart des patients qui étaient à Perkins souffraient de schizophrénie. Puis l'autrice dit ceci, puis tu sais, je suis vraiment pas une pro là, de la psychologie, psychiatrie, pas du tout. Fait que ce que je vous dis dans la vidéo, je cite l'autrice qui a fait des longues recherches là, par rapport à ça, mais elle dit ceci. J'ai remarqué qu'à Perkins, il y avait un nombre disproportionné d'hommes diagnostiqués avec la schizophrénie qui avaient des pères qui étaient ingénieurs ou professeurs d'ingénierie. Certains de ces patients, comme Brian, avaient aussi étudié l'ingénierie avant que leur vie soit chamboulée par un problème de santé mentale. Comme G.K. Chesterton l'a si bien écrit, l'imagination n'engendre pas la folie. Ce qui engendre la folie, c'est la raison. Les poètes ne deviennent pas fous, mais les joueurs d'échecs, oui. Les mathématiciens deviennent fous et les caissiers aussi. Bon, je suis pas sûre de cette grosse généralité, là, tu sais, j'assume pas nécessairement ces propos-là, mais c'est intéressant ce que l'autrice dit, puis l'auteur qu'elle cite également. Puis j'ai trouvé ça vraiment fascinant, là, cette vision de voir les choses. Ceux qui étudient en psychologie ou en psychiatrie, qui veulent commenter ce passage ou même parler de la schizophrénie en commentaire, là, ça va vraiment m'intéresser de lire des professionnels en parler. Sinon, à Perkins, Brian a aussi remarqué que la moitié des patients avaient été diagnostiqués avec un trouble schizophrénique et que même si ça pouvait survenir à n'importe quel âge, les symptômes avaient tendance à se présenter dans la jeune vingtaine et les hommes étaient souvent plus touchés que les femmes, ce qui voulait dire qu'il y avait beaucoup plus de patients comme Brian à Perkins, donc des jeunes hommes très intelligents qui allaient à l'université ou qui étaient dans l'armée et qui ont eu un épisode schizophrénique, un épisode de paranoïa qui les a menés à un acte criminel. It was almost like being underwater. It was like not even breathing air. It was like, you know, I remember when I killed my parents, it was like I couldn't feel my feet touching the ground. Et ce qui est difficile dans le cas de ces jeunes hommes-là, internés dans des hôpitaux psychiatriques comme Perkins, c'est qu'il n'y a pas de test sanguin ou quoi que ce soit de concret, entre guillemets, pour évaluer un patient. Évidemment, les psychiatres sont formés pour ça puis sont très bons pour déterminer la santé mentale d'un patient. J'ai d'ailleurs moi-même un très bon psychiatre que je respecte beaucoup, qui me suit depuis quand même quelques années, autant dans mon état mental, il va me poser des questions cliniques, tu sais, est-ce que tu dors bien, comment ça va, est-ce que tu manges bien, tu sais, des questions quand même basiques. Puis il va suivre énormément ma médication si ça fait bien effet, s'il faut changer. Bon, fait que je respecte beaucoup les psychiatres. Mais c'est sûr que si tu vois
5 psychiatres. À moins que ton état de santé mentale soit vraiment évident, mais ça se peut que tu vois différents psychiatres et que ton diagnostic change d'un psychiatre à l'autre. Le but, c'est que ça soit semblable d'un diagnostic à l'autre. Mais moi, j'ai déjà été diagnostiquée par une psychiatre avec des traits de personnalité limite, alors que mon autre psychiatre disait que pas du tout. Mais tu sais, quand c'est évident, mais souvent, les psychiatres, moi, j'ai été diagnostiquée par 3 psychiatres différents, puis c'était toujours de la bipolarité pour les 3, tu sais, c'était le même diagnostic qui changeait pas. Mais bon, tu sais, des fois, c'est moins clair, puis ça va dépendre du bon jugement du thérapeute ou du psychiatre. Puis contrairement à un problème de santé physique, comme par exemple le diabète ou un cancer, bien, on peut le prouver avec des tests et un diagnostic qui va être le même si on consulte 10 docteurs différents, ça va pas changer. Mais lorsqu'on parle d'un problème de santé mentale, bien, le diagnostic du patient va reposer sur plein de facteurs, donc son passé, sa génétique, son tempérament, ses expériences de vie. Et les problèmes de santé mentale vont pas se manifester de la même manière chez chacun des patients. Tu sais, les symptômes diffèrent d'une personne à l'autre. Donc, c'est possible d'avoir 2-3 psychiatres différents et d'avoir des diagnostics différents. Puis là, je pèse mes mots parce que je suis loin d'être une experte dans ça, là, tu sais, j'affirme rien comme étant une vérité, là. Je me pose comme un peu les mêmes questions que l'autrice. Puis là, on parle de Perkins dans les années 90. Là. Je parle pas du Québec, je parle pas des psychiatres d'ici, je parle pas des psychiatres non plus en 2025. Là. Ça a extrêmement évolué, la santé mentale, depuis les années 90. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Et selon les recherches de l'autrice, elle dit ceci, ce que personnellement, je savais pas, puis que j'ai appris, là. Donc, écoutez bien ça, les preuves démontrent que les psychiatres américains en particulier aiment bien diagnostiquer la schizophrénie car l'étiquette du schizophrène peut couvrir plusieurs expériences différentes. Donc sur le spectre, si tu as un léger niveau de schizophrénie, donc si c'est pas une schizophrénie grave, ben là tu peux souffrir d'isolement social, un mécontentement général, une perte d'intérêt ou de plaisir, de l'anxiété, de l'indifférence, de l'agitation. Mais à l'opposé du spectre, tes symptômes peuvent être une répétition de mouvements, une désillusion, des hallucinations auditives ou visuelles, un discours accéléré, une perte de mémoire, de la catatonie. Donc, une fois qu'une personne reçoit un diagnostic de schizophrénie, ben, l'étiquette reste un peu pour la vie. La schizophrénie ne se guérit jamais, mais tu peux être en rémission. Fin de la citation. Et c'est ça qui était vraiment difficile pour Brian parce qu'il avait été diagnostiqué comme étant une personne qui souffre de schizophrénie. Mais là, à chaque fois qu'il parlait ou il faisait quelque chose, ben, ça confirmait un peu son diagnostic, tu sais. Fait que là, de plus en plus, moins Brian avait le goût de s'ouvrir à ses psychiatres parce que chaque truc qu'il disait, ben, ses psychiatres disaient ben, c'est un symptôme de schizophrénie, donc il va pas vraiment mieux. T'sais, il est encore dans un état général de paranoïa ou d'hallucination. T'sais. We're being very, very careful. We're going to slowly give him more freedom. He might go to an open ward. This is a crowded facility. There are a lot of other patients. People get on each other's nerves. And he's not allowed to lose his temper. Donc, dans les thérapies ou même avec les autres patients, il voulait plus s'ouvrir parce qu'il se sentait toujours observé. Puis pas parce qu'il était en paranoïa qu'il se sentait observé. Non, c'est que chaque comportement qu'il avait pouvait être un symptôme de son diagnostic. Tu sais, par exemple, à l'hôpital, il s'intéressait beaucoup à la religion. Donc, il avait lu plein de livres sur la religion. Il lisait la Bible. Mais là, seulement grâce aux livres empruntés à la bibliothèque, là, les psychiatres, ils pouvaient voir ça, puis ils pouvaient dire « Ah, ben il est en délire religieux, là, en psychose religieuse. » Alors que, tu sais, c'était pas vraiment ça. Mais quand même, en octobre 1995, il a enfin été admis en sécurité minimale, puis il a même eu droit à 14 sorties hors de l'hôpital où il restait vraiment droit, entre guillemets, tout se passait bien. Puis le docteur lui a dit « Tu vas passer 1 an dans l'aile minimum et selon moi, là, tu vas être prêt à rentrer à la maison. » Puis ça a tellement rendu heureux Brian parce qu'il disait « il me reste 1 an puis je vais pouvoir rentrer chez moi puis recommencer ma vie. C'est malade, j'ai vraiment de la chance. Je travaille fort, je suis content. » Mais il était loin de se douter de ce qui s'en venait. Chapitre 7, les injustices.
Ça doit être extrêmement difficile d'être sain d'esprit, d'être dans un bon état mental et d'être interné dans un endroit comme Perkins. Par exemple, à un certain moment, Brian s'était rendu compte qu'il y a des gens qui propageaient des faussetés, des rumeurs à son sujet qui étaient fausses. Puis c'était autant au niveau des patients, des employés, même les infirmières, ça discutait entre eux, puis ça, ça se peut vraiment. Il y a beaucoup de préposés, des infirmières qui vont, ça dépend des endroits, mais ça arrive qu'il y a du gossip même dans des hôpitaux, puis là, les autres patients aussi, fait qu'il a réalisé ça. Donc justement, Brian avait réussi à mettre la main sur son dossier médical et sur les notes d'un psychiatre qui travaillait au Perkins, donc Dr. Bono, puis regardez ce qui était dit à son sujet, puis c'est là qu'il a lu les mots antisémites, racistes, possible lien avec la nation aryenne et des groupes de néo-nazis. Là, Brian, il comprenait aucunement pourquoi il était associé à ces mots-là. Il était comme, ben voyons, je suis aucunement raciste, là. Puis là, il essayait de remettre en question tout son passé, tu sais, il se disait, ben là, j'ai grandi avec juste des amis noirs, mon meilleur ami est coréen, ma première copine était du Moyen-Orient, tu sais, je suis aucunement raciste. Et puis, tu sais, je sais que ça veut pas dire grand-chose, mais quand même, il était très ouvert d'esprit et il n'était pas raciste, tu sais. Fait que pourquoi il serait associé à ces comportements-là? Donc, Brian ne se sentait pas en contrôle, tu sais, puis s'il disait « Ben là, il y a des rumeurs sur moi, le monde parle dans mon dos », ben il peut avoir l'air paranoïaque, tu sais. Fait qu'il y avait pas le contrôle sur ce que les gens disaient, puis ça le frustrait énormément. Et comme souvent, les patients n'étaient pas vraiment capables de s'auto-juger ou d'avoir assez de recul pour parler de leur état mental, ben les docteurs regardaient souvent à l'extérieur de ça, donc des informations collatérales, comme par exemple les livres empruntés à la bibliothèque, comme je vous ai dit plus tôt. Puis c'est pas fou, tu sais, c'est du jour au lendemain, un patient, il emprunte juste des livres sur l'espionnage, puis avant ça, il n'y avait eu aucun intérêt envers ça, ben là, les docteurs peuvent se dire « Ah, ben là, il est en psychose, tu sais. » Puis là, je dis pas que c'est comme ça ici, au Québec ou en France. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais à Perkins, c'est quelque chose que l'autrice avait observé. Juste pour vous raconter à quel point c'est frustrant, là. À son dossier, Brian, il y avait une note qui disait qu'il avait été pris en flagrant délit d'uriner dans la douche. Okay? Mais c'est vraiment pas vrai. Parce qu'un matin, Brian s'est réveillé, il avait vraiment mal à la gorge, donc il s'est dit « Ah, je vais aller me prendre comme une canette de Coca-Cola, comme pour faire du bien à ma gorge. » Puis il est arrivé dans comme le frigo, puis les canettes de Coke étaient congelées. Donc, ce qu'il a fait, il a dit « Ah, je vais aller dans la douche, puis je vais la passer en dessous de l'eau chaude pour la décongeler pour pouvoir la boire. » Puis là, il y a un concierge qui était là, puis là, il voyait comme couler du liquide, puis Brian, qui était peut-être de même, tu sais. Puis là, il a dit « Ah, il est en train d'uriner dans la douche, c'est dégueulasse, il va pas bien. » Donc, il l'a dit aux infirmières qui ont laissé une note à son dossier sans nécessairement vérifier si c'était vrai. Fait que là, quand Brian, il a vu ça, ou il a été mis au courant de ça, il a dit « Ben là, je vais aller voir le directeur pour rectifier le tout, pour expliquer ce qui s'est réellement passé. » Donc, il a cogné à la porte, il a attendu. Là, il se disait hey, « Je suis pas sûr que j'ai cogné assez fort, peut-être qu'il je suis pas sûr qu'il m'a entendu. » Donc, il a cogné à nouveau un peu plus fort. Puis là, il y a un employé qui l'a vu en train de cogner dans la porte de manière agressive, entre guillemets. Donc, ils ont mis ça à son dossier que Brian avait des comportements agressifs et qu'il frappait dans les portes. C'est tellement frustrant de lire ça, là, c'est fou. Puis tu sais, aux États-Unis, quand tu connais pas vraiment ça, tu assumes que l'individu qui est reconnu coupable et qui est envoyé dans un hôpital psychiatrique, il est bien mieux comme ça, tu sais, c'est bien mieux l'hôpital qu'une longue sentence en prison. Mais c'est pas vrai. En fait, aux États-Unis, les gens qui sont envoyés dans des hôpitaux psychiatriques après avoir commis un crime passent beaucoup plus de temps en prison, enfermés, que s'ils étaient allés en prison. L'affaire, c'est qu'en prison, t'as une durée de sentence, t'as fait, puis that's it. Tu sais, si tu fais bien les choses, tu sors après ta durée de sentence. Mais quand t'es envoyé à l'hôpital psychiatrique, t'as pas de sentence, de durée minimale de sentence. Puis c'est au bon jugement des psychiatres sur place. Donc, c'est ça qui est difficile. Puis Brian, il disait, si j'avais écopé de 40 ans de prison, j'aurais fait les 40 ans, puis je serais sortie après, je verrais comme une lumière, justement, au bout du tunnel.
Mais là, Brian n'avait pas de date de sortie. Il savait même pas s'il allait sortir un jour. Fait que tu peux pas nécessairement avoir de l'espoir de sortir, tu le sais pas. Puis après, Brian, il se disait qu'il aimerait même mieux être en prison parce qu'au moins, en prison, tu peux aller au gym, tu peux aller dans la cour, tu peux prendre des cours, tu peux lire des livres, puis au moins, t'es pas obligé de prendre une médication qui t'assomme, tu sais. Bon, c'est pas tout le monde qui serait tout à fait d'accord avec ça, mais c'est comment Brian se sentait, tu sais. Il sentait qu'il y aurait plus de liberté en prison qu'à l'hôpital de Perkins. En 2014, Brian, ça faisait maintenant 22 ans qu'il était à Perkins. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait jamais refait d'épisode psychotique depuis 1992 quand il a été arrêté. Puis le diagnostic de son état mental avait aussi beaucoup changé, dépendamment des docteurs. Donc, tu sais, en 2014, son diagnostic était que Brian souffrait d'un trouble schizo-affectif avec un trouble de la personnalité, avec des traits narcissiques et antisociales. Depuis son arrivée à Perkins, il avait été transféré d'une unité à l'autre à plusieurs reprises selon ses comportements, donc maximal, à minimal, à moyen. Donc, à chaque fois, il se faisait donner des droits, des privilèges, puis il se les faisait enlever, puis redonner par la suite. Brian n'avait plus d'identité, il avait plus de passion, plus de motivation. Il était en train de carrément perdre sa vie au complet, puis il savait pas quoi faire pour s'en sortir. En 2016, il avait passé une année complète sans mettre le nez dehors, tellement qu'il souffrait d'une carence en vitamine D. Puis quand il avait comme fait une plainte à l'hôpital, ben le psychiatre lui a répondu « L'air frais n'est pas un droit constitutionnel, donc just too bad ». Et pour vrai, quand tu regardes l'historique de Perkins, tu peux te demander ce que Brian faisait là, puis si c'était vraiment un endroit legit, t'sais. Écoutez ça, en 2001, il y a un des psychiatres de Brian, donc Dr. Hanif Gopalani, qui a été reconnu coupable d'avoir carrément stalké une femme pendant 6 mois après qu'elle ait refusé d'aller en date avec lui. Donc le psychiatre se présentait chez elle à plusieurs reprises en lui disant qu'il l'aimait. Et quand la pauvre femme a finalement demandé une ordonnance restrictive contre lui, donc un restraining order, le psychiatre avait déjà été suspendu à 2 reprises de Perkins. Malgré l'ordonnance restrictive, le docteur Gopalani a continué à stalker sa victime, tellement que 10 jours plus tard, elle a porté plainte et elle a demandé pour une 2e ordonnance restrictive. Après ça, il continuait quand même à la contacter, et avant qu'il se fasse finalement arrêter, il aurait contacté sa victime au moins 22 fois. En 2001, il a été arrêté pour des charges de stalking, harcèlement et violation de l'ordonnance restrictive. Mais encore là, il n'a pas été arrêté, il a payé sa caution, il est sorti de prison en attendant son procès, puis il a continué à contacter sa victime 31 fois. Et là, on parle d'un psychiatre. En fait, c'est le psychiatre de Brian, là, tu sais. Il a finalement été arrêté à nouveau quand la mère de la victime a appelé la police parce que le docteur arrêtait pas de sonner à sa porte. Mais c'est même pas ça le pire. Après son arrestation, il y a un journaliste qui a un peu fouillé dans son passé puis a réalisé que Dr. Gopalani, il y avait des gros problèmes de santé mentale depuis longtemps, même avant qu'il travaille à Perkins. Donc tu peux te demander pourquoi il a été engagé comme psychiatre si lui-même souffrait des gros problèmes de santé mentale. Après son arrestation, il a été évalué à nouveau par d'autres psychiatres qui ont découvert qu'il avait un grave problème de santé mentale et qu'il n'était pas apte à pratiquer la médecine et qu'il devait être incarcéré. Et écoutez bien ça, à cause de ses problèmes de santé mentale, il a été lui-même déclaré comme étant criminellement non responsable et normalement, il aurait été envoyé à Perkins, mais comme il avait déjà travaillé à cet endroit-là, ben c'était un conflit d'intérêts, il pouvait pas, donc il a été envoyé dans un autre hôpital psychiatrique pour être traité, c'est fou. Puis écoutez ce que Brian dit à ce propos-là. Les psychiatres à Perkins sont supposés être de grands experts pour reconnaître et comprendre la maladie mentale. Ils ont même pas pu reconnaître que l'un de leurs propres docteurs était schizophrène. Il a travaillé ici pendant plusieurs années et il était cliniquement fou. Mais c'est pas tout. Selon les recherches de l'autrice, en 2008, il y aurait eu 100 attaques entre patients à Perkins où 26 patients ont été blessés.
L'année suivante, on parlait de 129 attaques et 46 blessés. L'année suivante, il y a eu 242 plaintes de patients où on parlait d'employés qui frappaient des patients sur les fesses dans la douche, qui frappaient des patients au visage, à la tête, qui refusaient de changer des couches sales de patients, qui déshabillaient de force des patients. Puis il y a même une patiente qui a été agressée sexuellement. Donc, il y a 5 employés qui ont été renvoyés. En 2016, Perkins a été poursuivi par une ancienne patiente qui a été violée dans une toilette par un autre patient qui souffrait du VIH pendant que le staff était supposé les surveiller. La victime a fait part de son agression sexuelle aux employés, mais ils ne l'ont pas cru qu'elle s'était faite violer. Les employés lui disaient carrément que c'était sûr qu'elle avait été consentante, donc c'est un peu de sa faute si elle s'était faite violer. Mais selon le psychiatre qui a traité, la victime n'avait même pas les capacités cognitives pour consentir à une relation sexuelle. C'est vraiment terrible comme histoire, puis c'est fou que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. I've been put on some tranquilizers and some medications for depression and medications for schizophrenia. And, you know, I haven't been paranoid since I've been on the medication. I haven't, you know, thought anything that's not real. Pour conclure un peu cette vidéo, tu sais, Brian, il l'admet. Au moment des faits, au moment des meurtres en 1992, ça n'allait pas bien. Il était malade mentalement. Mais depuis son entrée à Perkins, il n'a jamais refait d'épisode de problèmes de santé mentale. Il n'a jamais refait d'épisode de schizophrénie. Donc, théoriquement, il devrait être considéré en rémission. Puis Brian, il juge qu'il n'est même plus schizophrène. Et il l'a prouvé durant son temps à Perkins, il va jamais être violent à nouveau. Et comme l'autrice le dit, c'est difficile de comprendre pourquoi Brian est encore à Perkins, puis pourquoi ils veulent pas le libérer, parce qu'il y a des cas beaucoup plus graves de patients qui ont été libérés après genre 5 ans à Perkins. Je veux dire, Brian, il a vu tellement de monde entrer et sortir de l'hôpital, puis il comprend pas pourquoi lui il est là, alors qu'il est tellement sain d'esprit, tu sais, ça va tellement bien mentalement. Puis en plus de ça, les places sont extrêmement limitées à Perkins, il n'y a pas assez de lits pour le nombre de patients qu'il devrait y avoir. Fait que pourquoi garder un patient qui va bien si c'est pas nécessaire? Les dernières nouvelles que j'ai trouvées par rapport à Brian, ça date de 2021. En 2021, Brian avait 51 ans, donc ça faisait carrément 29 ans qu'il était à Perkins, puis lui, il est sûr qu'il a juste été laissé là pour mourir, tu sais. C'est tellement frustrant, toute cette histoire-là. Puis là, j'ai vraiment pas tout raconté parce que Brian a quand même fait des tentatives pour s'évader, pour sortir de l'hôpital psychiatrique, là. Ça aurait été comme une vidéo trop longue si j'entrais là-dedans, mais le livre est extrêmement bon, mais il est quand même un peu biaisé. Tu sais, je veux dire, on a, oui, la version de l'autrice, que évidemment, elle a développé beaucoup d'empathie pour Brian, et moi aussi d'ailleurs, là, j'ai beaucoup d'empathie pour Brian puis pour cette histoire-là, mais je la sens quand même impartiale à certains moments. Tu sais, elle en prend et elle en laisse. Elle dit des trucs que Brian dit, mais elle reste quand même, tu sais, assez logique par rapport à ça. Bref, je vous recommande beaucoup le livre. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour ceux qui connaissent l'anglais, qui savent lire en anglais. Il y a plein de trucs que j'ai pas inclus, encore une fois, mais j'ai vraiment mis l'essentiel parce que je trouvais ça trop intéressant, toute l'enquête qu'elle a faite. Donc, voilà. Je vais vous donner des nouvelles de Brian si on en a, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert.